Bienvenue sur Géopolitis. De Louis-Napoléon à Nicolas Sarkozy, le palais de l'Élysée a accueilli 23 présidents de la République. Et la France, depuis la destitution de Louis XVI, a connu, outre 2 empires et une restauration, 5 républiques. République et monarchie, république ou monarchie, on sait bien qu'en France, on parle souvent de monarchie républicaine. N'oublions pas, au regard de l'histoire, la France a vécu 1364 ans en régime monarchique et 164 ans seulement en régime républicain. La première République n'a jamais eu de président, c'était tout juste après la Révolution de 89. La deuxième République a eu un président, le neveu de Napoléon, mais voilà qu'au bout d'un mandat de 4 ans, le président s'est fait proclamer empereur. Lorsque celui-ci est tombé à Sedan en 1870, on a institué la Troisième République, 70 ans de durée de vie, un record. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Quatrième République n'a pas laissé un grand souvenir, c'était celle des partis. De Gaulle y a mis fin en créant cette Cinquième République qui a aujourd'hui 54 ans. Géopolitis décrypte le pourquoi et le comment de cette Cinquième République qui en est tout de même à son 6e président. Et si prochainement, il y avait une 6e République française? L'un des candidats, Jean-Luc Mélenchon, l'appelle de ses voeux, cette 6e République. Il estime que la 5e a fait son temps, qu'il faut abandonner le régime présidentiel actuel et en revenir à un authentique régime parlementaire. Les autres candidats, eux, ne souhaitent pas la mort de cette 5e République, voulue par Charles de Gaulle, dans une constitution rédigée par Michel Debré et approuvée par le peuple français en 1958. Des présidents, il y en a donc eu 23. Mais la plus grande figure historique, celle qui personnifie la France de la guerre et la France de l'après-guerre, c'est le général de Gaulle qui savait, comme nul autre, s'adresser aux Français. Mesurant mieux que jamais la responsabilité historique qui m'incombe à l'égard de la patrie, je vous demande tout simplement de décider que dorénavant, vous élirez votre président au suffrage universel. De Gaulle, c'est bien lui, Charles de Gaulle, qui a créé et personnifié ce régime semi-présidentiel sans comparaison en Europe. L'Europe qui est caractérisée par en fait 3 types de régimes. Un régime strictement présidentiel, comme à Chypre, où le président, élu au suffrage universel, est à la fois chef d'État et chef de gouvernement. Mais en Europe, les régimes de monarchie parlementaire sont bien plus nombreux, entre l'Espagne, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas ou encore la Suède et le Danemark. Plus répandus encore, ce sont les régimes parlementaires, de l'Allemagne à la Grèce, de l'Italie à la Pologne, ou de la Bulgarie à la Finlande. Régime où le président, élu ou non au suffrage universel, n'est le titulaire que d'un poste de représentation. En somme, la France, avec sa 5e République, fait figure d'exception, ce qui n'est pas fait pour lui déplaire. C'est le président Giscard d'Estaing qui, le premier, décida d'ouvrir les grilles du palais au peuple. Et depuis, chaque journée de portes ouvertes, comme ici avec Nicolas Sarkozy, attire des dizaines de milliers de Français qui ne savent pas toutes et tous que dans la mythologie, l'Élysée désigne le paradis auquel accèdent après leur mort les grands hommes et les guerriers valeureux. Le palais, à l'origine, s'appelait l'hôtel d'Évreux. La princesse Bathilde d'Orléans, duchesse de Bourbon, l'avait ensuite acheté à son cousin, le roi Louis XVI. Le palais s'appela donc Élysée-Bourbon. Bourbon pour la duchesse, Élysée comme la promenade des Champs-Élysées toute proche. Napoléon habita le palais de 1809 à 1815, date de son abdication. Napoléon III, le neveu, y prépara son coup d'État le 2 décembre 1851. Et de fait, ce n'est qu'en 1948 que l'Assemblée nationale déclara que le palais de l'Élysée était la résidence officielle des présidents de la République française. C'est de l'histoire. La Première République n'avait pas de président. Elle a duré de 1792, date de la destitution de Louis XVI, jusqu'en 1804, lorsque Bonaparte s'est fait sacrer empereur. La Deuxième République, ce sont les 4 années allant de 1848, c'est-à-dire l'élection du neveu de Napoléon, le prince Louis-Napoléon, à la présidence de la République, jusqu'à 1852, lorsque ce même président
se fait proclamer empereur sous le nom de Napoléon III. La Troisième République, c'est celle dite des présidents notables, la plus longue République française, puisqu'elle a duré de 1870, la chute de l'Empire, à 1940, la débâcle de la France. MacMahon, Jules Grévy, Félix Faure, Paul Deschanel, Paul Doumer, autant de présidents connus de la Troisième République, le dernier étant Albert Lebrun. Après la Deuxième Guerre mondiale, vint le temps de la Quatrième République, celle dite des présidents grands-pères, avec une France qui avait du mal à se doter d'institutions, deux présidents, Vincent Auriol et René Coty, qui ne parvinrent pas à la sauver, cette République, victime des événements d'Algérie. La suite, ce sera De Gaulle, la Cinquième République et surtout l'élection du président au suffrage universel. La Cinquième République fait de l'Élysée le centre du pouvoir, c'est ce que dit et veut la Constitution, c'est ce que voulait Charles de Gaulle, c'est ce qu'ont voulu les Français par référendum en approuvant ce texte du 28 septembre 1958. Rompant avec les précédentes institutions, la Cinquième République assure la prépondérance de l'exécutif, assurée par un président qui sera élu dès 1962 au suffrage universel avec une première campagne présidentielle en 1965 et un duel De Gaulle-Mitterrand. Dans la Cinquième République, le président détient un maximum de pouvoir, il nomme le Premier ministre, il peut dissoudre l'Assemblée, il dispose, c'est l'article 16 de la Constitution, des pleins pouvoirs en cas de circonstances exceptionnelles, il a le droit d'organiser des référendums, il est le chef des armées, il dispose de la décision ultime en matière d'armes nucléaires, en résumé, un pouvoir unique en Europe. L'invité de Géopolitis, M. Thierry Tancrel, qui est professeur de droit public à l'Université de Genève et avec un gros intérêt, ça tombe bien, en droit comparé. Cette exception française, comment vous l'appréciez? C'est unique en son genre, mais heureusement unique, ou c'est quelque chose qu'on devrait changer dans le contexte européen? Alors, unique en son genre, certainement. En Europe, il y a une caractéristique qui est vraiment essentielle à la France, c'est cette diarchie. Aucun des régimes européens qui connaissent un président de la République élu au suffrage universel ne donne autant de pouvoir au président et un pouvoir à géométrie variable. Et c'est la deuxième caractéristique. Suivant que le président et la majorité parlementaire sont du même bord, le président aura plus ou moins de pouvoir. Le fonctionnement des institutions change. Et c'est la deuxième caractéristique tout à fait extraordinaire de la Cinquième République. Mais en période de cohabitation, on a vu que ça a des limites. Il y en a eu 3 quand même. Alors, des limites, finalement, les cohabitations n'ont pas si mal fonctionné en France. Le Premier ministre est à ce moment-là le chef de la majorité. Le président garde un pouvoir plus important que, par exemple, aurait le président portugais, qui, sur le papier, a des pouvoirs assez similaires. Mais dans la pratique, et c'est peut-être la troisième caractéristique typique de la Cinquième République, c'est que on a une pratique qui va au-delà des textes. Prenons par exemple l'article sur le Premier ministre. C'est l'article 8 de la Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission de son gouvernement. Autrement dit, non seulement il le nomme, mais il sait déjà qu'il peut le démissionner quand il veut. Alors c'est justement ça qui est intéressant. Il sait qu'il peut le démissionner quand il veut, mais les textes ne le disent pas. Le texte pourrait laisser entendre que le président prendra acte de la démission du Premier ministre. Or, on sait qu'en période de non-cohabitation, en période de concordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, le Premier ministre est à la merci du président. Est-ce que c'est ça, le secret de la longévité de cette Cinquième République? 54 ans, c'est quand même pas si mal que ça au regard de l'histoire. Le fait que, c'est assez imprécis et suffisamment imprécis pour que le président puisse l'utiliser à son avantage. Je ne sais pas si on peut dire pour que le président puisse l'utiliser à son avantage, mais cette imprécision permet justement une souplesse. La Cinquième République, elle a des instituts, comme il y a une pratique qui dépasse la simple rigueur des textes, elle a pu s'adapter. Elle a évolué. On croit qu'elle est immuable, mais en réalité, elle a évolué dans l'histoire. Elle a évolué avec les événements. Pensons, il a fallu 23 ans pour la première alternance, 28 ans pour la première cohabitation. Et on a vu que ça s'est très bien passé. Contrairement aux craintes, l'alternance apaisée dont parlait M. Chirac a pu se réaliser. Les cohabitations ne sont pas si mal passées. Et
même ceux qui ont critiqué la Ve République férocement, le jour où ils sont arrivés au pouvoir, l'ont utilisé de manière tout à fait remarquable. Vous pensez à François Mitterrand, par exemple. Qui avait dénoncé le coup d'État permanent, puis quand il est devenu président, tout lui allait bien. Exactement. Bon, il n'y aura plus de danger comme dans l'histoire, c'est-à-dire des présidents qui, parce qu'ils veulent durer éternellement, se font proclamer empereur. Ça vous l'exclut, et quand même, j'imagine. Franchement, non. Bon, alors maintenant parlons de la Sixième République. On a vu que certains disent non, maintenant il faut arrêter ce régime quasi monarchique, revenons à un régime parlementaire. À votre avis, c'est n'importe quoi ça, ou c'est sérieux? Non, c'est un peu sévère de dire n'importe quoi, mais Sixième République, c'est essentiellement un slogan. Et derrière un slogan, on met un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas une notion claire de ce que serait la Sixième République. Pour certains, la Sixième République, ça serait le retour à un régime parlementaire et notamment la suppression de l'élection du président au suffrage universel. Ça ne passerait jamais au regard du peuple français. Je ne pense pas que c'est réaliste, les Français se sont habitués. C'est un acquis formidable quand même. Les Français aiment cette élection présidentielle et ils ne vont pas y renoncer. Donc finalement, sous Sixième République, on entend plutôt des ajustements, oui. On entend un exercice un petit peu différent du pouvoir, on entend une place un peu plus grande pour le Parlement. D'une certaine manière, alors dans l'exercice du pouvoir, non, on n'y est pas du tout. On est tout à fait encore dans la monarchie républicaine, dans un certain rééquilibrage en faveur du Parlement. Dans les textes, en tout cas, ça s'est déjà opéré. Il y a eu des réformes relativement récentes. Et il faudra voir ce que ça va donner. Alors, vous venez d'utiliser le terme monarchie républicaine. Est-ce qu'on ne devrait pas dire une république monarchique ou monarchiste? C'est une critique qu'on entend. C'est une question de comportement du président ou c'est une question de texte? Je pense qu'il y a deux choses. Et non, c'est pas une question de texte, c'est une question de comportement, mais c'est aussi une question de, je dirais presque de sociologie politique. Il y a cette réalité politique en France que lorsque le président a une majorité de son bord, il est le chef de la majorité. Et pas le Premier ministre. Et pas le Premier ministre. Et le Premier ministre. C'est ça le secret de la longévité, entre autres choses? C'est en tout cas le secret du pouvoir, de la longévité du pouvoir présidentiel. Voilà. En période de non-cohabitation. En période de cohabitation, les choses sont différentes. Le président a une autorité morale, il a un certain pouvoir de nuisance, faut le dire franchement. Mais en période... Des deux côtés, hein. Le Premier ministre aussi. Moins, je dirais, le Premier ministre, il essaye de faire son boulot de Premier ministre. Le président essaye de le marquer et en général, on a vu comment Mitterrand avait très bien réussi ça avec M. Chirac. Mais le Premier ministre qui est du bord du président sait que le vrai chef, c'est le président. Et ça n'est pas du tout inscrit dans les textes. C'est une réalité quand politique. Il est nommé, il le sait. Il l'admet. Bon, rassurez-nous, sauf événement grave, on ne verra pas l'avènement de la Sixième République. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement, c'est parce qu'il y avait des événements graves. Exactement. Toutes les nouvelles républiques françaises sont arrivées suite à une révolution, suite à une guerre mondiale, suite à une défaite militaire majeure, suite à des événements comme les événements d'Algérie. Je ne crois pas vraiment à l'avènement d'une Sixième République à froid. Peut-être qu'un jour on changera l'étiquette, mais en réalité la République n'aura pas vraiment changé. Nous voilà rassurés au niveau européen. Thierry Tancrel, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'Université de Genève. Merci à vous. Merci. De même que Charles de Gaulle est le symbole de la Ve République, le palais de l'Élysée est pour sa part l'épicentre du pouvoir mis en place par cette République. Problème, de Gaulle n'aimait pas, mais alors pas du tout, le palais de l'Élysée. Ce n'est pas là que l'homme du 18 juin voulait s'installer. En militaire de carrière, il aurait préféré le château de Vincennes, enceinte militaire s'il en est, mais les travaux auraient coûté fort cher. De Gaulle renonça donc à son idée et pensa un instant à s'installer aux Invalides, à l'école militaire ou même au Louvre. En fin de compte, ce fut l'Élysée dont le général dut, malgré lui, s'accommoder, mais l'endroit était sinistre, vieillot, ça sentait trop la 4e République, ça rappelait surtout un passé, disons, agité. Après tout, l'Élysée, c'était le lieu des frasques de la Pompadour, de l'abdication de Napoléon, du coup d'État de l'autre Napoléon, le neveu, ou encore des amours mortels du président Félix Faure. Mais voilà, si De Gaulle n'est plus, l'Élysée demeure. Aucun des 5 autres présidents de la Ve République n'a souhaité travailler ailleurs qu'au 55 Faubourg Saint-Honoré. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions à notre invité, des vidéos qui évoquent bien sûr la campagne électorale actuelle, des éléments d'illustration, vues du passé ou les très riches heures de la République,
les sites internet les plus documentés, Géopolitis en podcast, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.